On voudrait évoquer et peut-être comparer vos spécificités et la manière dont on peut bien travailler ensemble pour avancer. Alors, commençons par Monsieur Soderholm, peut-être. Parce que depuis 2017, votre agence UKA évalue la recherche selon quelques critères bien précis et je pense que nous allons pouvoir évoquer ensemble ces critères. Alors, est-ce que vous pourriez nous rappeler la manière dont vous travaillez, quels sont vos critères et est-ce que vous souhaitez maintenir ces critères? Merci beaucoup et merci de m'avoir invité aujourd'hui. Je suis vraiment ravie d'être là. Nous avons un système d'évaluation institutionnel où on évalue les systèmes d'assurance qualité des universités. Et il y a deux pieds, en fait, un qui va vers l'éducation, la qualité des diplômes, et l'autre aspect, l'autre volet, c'est comment assurer la qualité de la recherche qui est actuellement menée. Et étant donné qu'il s'agit d'une évaluation institutionnelle, on ne regarde pas le contenu de la recherche elle-même, mais on évalue la manière dont l'université s'assure que l'université assure une bonne qualité de recherche. Donc, c'est un niveau d'évaluation sur ce critère-là. Bon, les critères spécifiques que nous utilisons, quand on a commencé ce travail, on a bien sûr découvert qu'il n'y a pas vraiment de référence et de ligne directrice au niveau européen sur comment évaluer la recherche. Donc, on a travaillé avec la conférence des recteurs suédois dans une démarche conjointe entre l'université pour présenter une sorte de référence, de ligne directrice pour la manière d'évaluer la qualité de la recherche. Et ensuite, ça a été utilisé par nous pour créer des critères pour nos propres évaluations. Donc, d'une certaine façon, nous avons utilisé le cadre qui venait des universités sur un niveau d'exigence qui était accepté par les universités et ça a été ça la base de départ. Ce qui signifie que les universités sont responsables de ce qu'elles font et que vous contrôlez leur contrôle, si vous voulez. Oui, exactement. C'est vraiment quelque chose que nous faisons, que l'université a la responsabilité. Nous ne sommes pas là pour leur prendre cette responsabilité ou leur ôter cette, université, cette responsabilité. Nous sommes là pour veiller à ce que les universités assument bien cette responsabilité de manière efficace et de manière propice à l'amélioration de la qualité. Bien sûr, on reste proche des universités. D'accord. C'est un système et comme nous allons le découvrir, il y a d'autres systèmes différents. On a parlé de travailler ensemble, mais on abordera cette question du travail ensemble entre agences après. Peut-être, professeur Uricchio d'Italie, peut-être la même question. La manière dont vous travaillez chez vous en Italie et peut-être la fréquence de votre évaluation tous les 5 ans, c'est bien ça? Oui, merci beaucoup pour cette invitation à tous les organisateurs. Merci pour votre question. Je pense que c'est très important de pouvoir comparer et d'échanger les bonnes pratiques dans la même perspective qu'évoquait le professeur Coulon plus tôt pour et améliorer notre système. En Italie, notre agence a 10 ans maintenant. C'est une agence jeune, donc. Mais cette agence s'est consacrée à différentes fonctions. Une de ces fonctions, c'est l'évaluation de la recherche. Nous évaluons les produits de la recherche provenant de tous les chercheurs des établissements. Cette année, on a évalué environ 200 000 produits. Nous évaluons aussi les établissements avec un programme d'assurance qualité. Nous évaluons des, les prérequis pour participer et nous évaluons aussi les formations de doctorat, donc les cursus. Donc, nous avons aussi fait des exercices d'évaluation individuelle de la recherche. Donc, nous utilisons ces données pour les ministères qui donnent un financement public aux universités. Donc, les résultats de nos activités d'évaluation sont donc utilisés par rapport au financement public. On réfléchit aussi au cursus pour les étudiants
Et nous évaluons aussi les résultats obtenus. Donc, c'est très important. Nous sommes en train actuellement de conclure le troisième exercice de notre évaluation. Donc, les universités italiennes attendent les résultats qui vont être utilisés pour le ministère de l'Éducation et de la Recherche. Mais l'Envur, votre agence, est en train de traiter les résultats tenant compte d'un certain nombre de paramètres. Pouvez-vous nous en dire plus sur les paramètres? Nous évaluons des produits de recherche venant des établissements. Chaque établissement propose un certain nombre de produits, 3 ou 4 produits par exemple. Donc, nous avons un groupe d'évaluateurs qui sont répartis selon leurs intérêts scientifiques. Donc, nous avons un groupe d'évaluateurs et ils évaluent selon des critères que nous leur donnons. Nous allons voir ces critères peut-être après, pouvoir peut-être les comparer avec d'autres agences. Et pour vous, Petr Noskiewicz, nous sommes toujours dans la comparaison des systèmes avant de les. Merci beaucoup de m'avoir invité à cette discussion, à participer à cette table ronde. Je suis membre du bureau d'évaluation en République tchèque et nous évoquons actuellement l'évaluation des activités de recherche des universités. Que ce soit le fait de la dispense le fait dont les cours, la manière dont les cours sont dispensés, les programmes et la recherche. Là, nous avons différents organismes d'évaluation. Nous sommes en charge de l'évaluation des programmes d'études, du processus d'enseignement et pour l'évaluation des activités de recherche, c'est le Conseil de la recherche, de développement et de l'innovation. C'est un organe totalement différent du Bureau national d'accréditation dont je suis membre, du conseil d'administration. Et aujourd'hui, cet organe répond au ministère de la Science et de la Recherche et ils ont la méthodologie sur la manière dont ils évaluent et de la manière dont ils effectuent cette évaluation de tous les organismes de recherche au sein de la République tchèque, et pas seulement les universités d'ailleurs, tous les lieux de travail, par exemple l'Académie tchèque des sciences, les centres de recherche privés, même toutes les institutions, mais toutes les institutions et établissements qui bénéficient de soutien de budget de recherche. Vous voulez dire qu'il y a un groupe, quand vous dites qu'il y a un groupe en charge des évaluations, combien de membres y a-t-il dans ce groupe? Le conseil est présidé par le ministère ou un membre quelqu'un du ministère. Il y a 17 membres. Il y a beaucoup de panels différents, d'évaluateurs différents. Et vous savez, la science en République tchèque, il y a plusieurs divisions et dans chaque domaine, il y a un groupe d'évaluateurs qui travaillent spécifiquement sur ce domaine. Donc, comme pour le voir, il y a une complexité, une autre situation avec l'Allemagne, avec votre système par land, par État, évidemment, qui fait que le système est peut-être encore plus compliqué, je ne sais pas. Voyons. En Allemagne, c'est différent par rapport aux intervenants précédents. Ce n'est pas facile, bien sûr, de comparer les 4 systèmes différents là tout de suite. Pour vous dire quelque chose sur le système allemand, plusieurs choses sont possibles, mais j'en mentionne quelques-unes. Nous avons environ 10 agences en Allemagne qui ont des tâches et des missions différentes qui ne sont pas liées à des domaines ou à des Länder, à des États allemands spécifiques. Il y a une sorte de mélange un peu étrange vu de l'extérieur. Il y a 2 agences qui font la recherche, les évaluations de recherche. Il y a Mannheim, l'organisme basé à Mannheim en Bade-Württemberg, d'où je viens, et l'autre à Hanovre. Les autres agences évaluent plutôt les accréditations, les cursus d'études, l'accréditation comme on appelle ça en Allemagne. Donc là, c'est déjà différent par rapport à ce qu'on évoquait par rapport au rôle de ces agences.
Quand il s'agit d'évaluation de la recherche en Allemagne, c'est également plutôt différent par rapport aux autres pays. Tout d'abord, l'Allemagne n'est pas un pays centralisé, je dirais. Oui, ceci signifie, par exemple, qu'il n'y a pas d'évaluation obligatoire de la recherche pour les universités. Il n'y a une évaluation obligatoire que pour des instituts comme l'Institut Max Planck en dehors des universités. Donc ça, c'est pas fait par une agence, c'est fait par le conseil scientifique, le Wissenschaftsrat. Et donc, il y a d'autres évaluations, bien sûr, de la recherche, mais ces évaluations sont faites à la demande. Donc, si une université ou si un établissement, un centre de langue, par exemple, ou un centre de recherche ou une innovation de recherche, une alliance d'innovation en Bade-Württemberg, par exemple, souhaite avoir une évaluation, alors elles viennent voir l'agence de leur choix. Et il y a deux agences, comme je l'ai dit, oui, nous n'avons que deux agences d'évaluation de la recherche en Allemagne, donc elles viennent voir une des deux pour voir pour l'évaluation. Quand il s'agit des critères, alors là, il s'agit d'une démarche complexe et les critères d'évaluation qui sont utilisés, c'est parfois assez complexe à définir. Evalag, d'où je viens, nous avons des évaluations sur mesure, en quelque sorte. Donc, ça veut dire qu'il y a des critères certes de base, fondamentaux, mais il faut toujours avoir un objectif clair à l'évaluation dans chaque cas. Et donc, il y aura un point de focalisation des axes vraiment pour pouvoir mener l'évaluation dans les délais et avec le budget à notre disposition. Donc, tout ceci est discuté en accord avec l'organe ou l'établissement devant être évalué. Euh, il y a des critères de base qui sont acceptés, par exemple des critères ou des références d'évaluation, des lignes directrices du Wissenschaftsrat, donc du conseil scientifique. Euh, euh, Est-ce que vous êtes critique par rapport à ce système? Non, 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 je ne critique pas le système. Non, je ne critique pas le système. J'étais pas prêt à répondre à cette question-là. Non, 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 non. Je ne critique pas le système, mais bien sûr, il y a des choses à dire par moment et par endroit. Je parle du fait que les universités doivent se porter volontaires pour faire l'objet d'une évaluation, par exemple. Vous savez, moi, je suis en faveur de l'université en tant que république libre de la pensée du savoir. Euh, mais bien sûr, il y a beaucoup de questions autour de cette idée de l'université en tant qu'espace de liberté. Mais c'est un fondement de notre Grundgesetz, de notre Constitution. C'est très important. La recherche est libre, l'enseignement est libre. Et les enseignants sont apprenants aussi, vous savez, en quelque sorte. Donc, c'est important, cette liberté. Mais je dirais qu'il y a pas mal d'arguments euh, en faveur de ce volontariat que vous évoquiez. Il faut mentionner aussi que la recherche par elle-même dépend de la liberté. Et c'est également une assurance de liberté de plusieurs manières. Donc, donc, il y a un besoin quand même de liberté et je ne suis pas pour le contrôle à chaque fois. Voilà, ça serait ma réponse. C'est différent pour l'évaluation des enseignements. Ça, c'est pas pareil. Qu'est-ce que vous diriez par rapport au système allemand? Je pense que vous connaissez Anders Söderholm. Oui, comme vous l'avez dit, le système allemand a également une certaine concurrence entre les agences vis-à-vis des universités qu'on n'a pas chez nous. Donc, vous savez, il n'y a pas vraiment un système qui s'applique à 100% des institutions. Donc, ça, c'est une différence importante par rapport à chez nous, entre l'Allemagne et nous. Et ensuite, le niveau d'analyse. J'aime la démarche où l'université
demande à être accrédité pour un certain environnement de recherche. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui peut être utilisé par la suite pour trouver des partenariats à l'étranger ou pour trouver des financements. Et nous, chez nous, en Suède, on n'a pas cette composante. Donc, c'est peut-être quelque chose qui serait intéressant à analyser. Sinon, nous figurons au même niveau, mais peut-être à un échelon au-dessus au niveau de l'analyse. Thomas, nous avons également ce niveau institutionnel, mais ce n'est pas exclu, mais c'est généralement intégré dans les critères d'évaluation. On n'appelle pas ça une accréditation de manière formelle. Pour moi, l'évaluation, c'est le terme qui recouvre tout. L'accréditation dans le système allemand au niveau officiel, c'est uniquement l'accréditation des programmes, donc l'enseignement et l'apprentissage. Le reste, on peut appeler ça une évaluation de la recherche. Donc, c'est juste une question de terminologie en réalité, ce qui donne parfois lieu à un certain nombre de malentendus, mais il y a certainement des similitudes. Une différence, vous nous avez dit que vous avez un système centralisé avec une seule agence. La Suède a moins d'habitants, je crois, au total, que la région Bade-Württemberg en Allemagne. Si on regarde le Bade-Württemberg, bien sûr, on a plus de monde, mais une agence de ce système d'État fédéral que nous avons chez nous, c'est très différent, certainement. Une autre différence, peut-être, mais vous me direz si je me trompe, c'est le lien avec le marché. Je ne pense pas que tout le monde ait le même lien, le même rapport au marché par rapport à l'agence. Est-ce que pour l'évaluation, je parle de l'évaluation ici, hein, de quel marché s'agit-il? Vous voulez parler de l'économie? Eh bien, la réponse spontanée, ça serait une accréditation dans le point de vue allemand. Pour l'accréditation, il n'y a pas de marché libre. Il y a une concurrence, bien sûr, mais la concurrence est toujours cachée d'une certaine mesure, dans une certaine mesure, parce que pour le marché, le prix, bien sûr, est une question, mais les prix ne sont pas communiqués de manière transparente. La qualité, les critères sont plus ou moins acceptés par tous, mais comme toujours, on peut avoir les mêmes critères. Si on applique les mêmes critères en Arabie Saoudite, les choses seront peut-être différentes. En termes de récit, si vous voulez. Donc, il n'y a pas un marché pour l'accréditation des programmes d'études. Pour la recherche, ce n'est pas vraiment un marché dans ce sens non plus, parce que nous n'avons qu'une base volontaire, comme je l'ai dit, d'évaluation. Et certaines universités donc choisissent de le faire. Donc, je pense que la majorité des évaluations de recherche en Allemagne, c'est plutôt le conseil scientifique. Le conseil scientifique s'occupe de cette évaluation et le reste, ça se passe par d'autres avenues, d'autres chemins. Par exemple, participer à des classements, demander des ressources, tout ça, ça fait partie des projets. Par exemple, ça fait partie de la démarche d'évaluation. Comme vous l'avez dit, l'Allemagne, c'est très différent par rapport à d'autres pays parce que votre système d'organisation est différent. Qu'est-ce que vous diriez, Antonio Riccio? Quelles sont les priorités pour l'évaluation de la recherche? Quelles seraient-elles? On a parlé, de critères ce matin. Je dirais que la différence parfois, c'est peut-être l'absence de critères européens par rapport à la recherche. Ce matin, vous savez, on a parlé de propositions pour modifier les lignes directrices, les références ESG, mais on n'a pas de ligne directrice pour l'évaluation de la recherche. Je pense que ça, c'est quelque chose de très important et il faut en tenir compte. Il y a beaucoup de différences, comme vous l'entendez, entre nos systèmes. Et en Italie, on est en train de parler de la manière comment promouvoir la qualité de notre recherche et la qualité de nos établissements dans ce domaine. Et il y a beaucoup de questions ici. Il y a des défis concernant le monde dans lequel travaillent les universités et les chercheurs. Il y a des défis liés à l'environnement.
il y a beaucoup de défis à relever et bien sûr, il faut en parler entre nous et il y a le besoin d'améliorer la responsabilité sociale de nos établissements. On évalue la recherche, mais avec la perspective de la mission aussi des établissements. Donc, ça ne veut pas juste dire transférer les résultats de la recherche, ça va au-delà. Et c'est très important de tenir compte de ces choses-là, surtout dans cette période, la responsabilité sociale de nos établissements. Ce matin, vous avez dit, le, le, le professeur Coulon et d'autres collègues ont dit, il faut parler des valeurs aussi, les valeurs de notre activité. Et ça, c'est très important dans nos activités d'évaluation. Comment promouvoir aussi nos systèmes. Et on peut promouvoir nos systèmes du point de vue de promouvoir les valeurs. Et je pense que nous avons l'opportunité de le faire et en utilisant les résultats de la recherche et en amenant un certain nombre de réformes sur notre activité d'évaluation. Nous en parlons actuellement au sein de notre conseil et avec les établissements de recherche. Et je pense que c'est très important de mener une discussion de ce type. Une autre question, peut-être pour vous, Petr Noskevitz. Y a-t-il d'autres critères que celui des publications pour l'évaluation de la recherche? Parce que je crois noter des différences d'un pays à l'autre. L'évaluation des instituts de recherche est basée sur plus de critères. Bien sûr, les publications sont l'un des critères. Peut-être, d'un certain point de vue, c'est un critère très important, mais ce n'est pas le seul. Par exemple, les instituts de recherche, les universités ont soumis aux évaluateurs une liste des 10 plus importantes publications au cours de la période d'évaluation, qui est typiquement de 5 ans. Le nombre de publications obligatoires va dépendre de l'argent qui a été recueilli de différents donateurs pour la recherche. Pour 10 millions de couronnes suédoises, de couronnes tchèques, pardon, eh bien, il y a un nombre de publications qui est une sorte de seuil. Bien sûr, il faut que ce soit les meilleurs articles dans les meilleures revues. S'il y a des technologies spécialisées, tout cela est pris en compte. Il y a un premier groupe de résultats et plus tard, la culture de l'organisation des activités de recherche, tout cela est évalué également, la disponibilité, la stratégie et de la politique de recherche de l'université. On pourra aller plus dans les détails de chaque critère si vous le souhaitez. Alors, sur les publications, professeur Uricchio, dans notre exercice de l'évaluation, nous utilisons certaines méthodes. Nous avons effectivement le critère de la bibliométrie, mais c'est un système hybride, un système mixte. Qui prend en compte le sujet de la recherche. Donc, je crois que c'est très important de partager nos expériences respectives et de comparer les méthodes d'évaluation. Et nous discutons aussi des différences entre les différentes méthodes, par exemple, et les produits de la recherche, articles, ouvrages et d'autres produits de cette recherche dans certains domaines spécialisés. Theodor Leibel. Alors, je veux essayer de ne pas répéter ce qui a déjà été dit. Les publications, bien sûr, sont une question importante et demeurent un critère important, et les citations, mais
une approche qualitative, une évaluation qualitative est très importante pour moi aussi. C'est un aspect qui doit absolument être pris en compte. Donc, la qualité de la recherche et non pas seulement le volume. On pourra y revenir. Et des données également qui sont importantes, la promotion de nouveaux talents, le fait d'éduquer de jeunes chercheurs et les éduquer pour œuvrer vers plus de qualité et pour le développement de leur personnalité. C'est très important. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit toujours respecté dans le processus, car c'est difficile d'évaluer le développement de la personnalité. Mais c'est très important. Nous avons mentionné cet aspect ce matin. Qu'est-ce qu'une université? Quelles sont ses missions? La République de sachant, République libre de sachant que je considère comme étant la définition d'une université, eh bien, il faut tenir compte de l'éducation pour la démocratie, également des projets fondés par des tiers, par des partis tiers. Ça doit entrer en ligne de compte dans l'évaluation de la recherche. Alors, ça varie d'un cas à un autre, mais il y a des critères qui sont pris en compte. Alors, pour ce qui est des publications, bien sûr, nous pensons indépendance et transparence qui sont très importantes en ce moment en Europe. Monsieur Söderholm, même question vous concernant sur la publication et tout ce qui est autour. Eh bien, nous attendons des universités de vérifier leur propre bibliométrie. Nous savons que la plupart le font. Nous attendons d'elles aussi d'avoir une forme d'examen externe. La plupart des universités procèdent à leur propre examen qui combine l'examen par les pairs. Donc, ils le font ou ils devraient le faire? Non, ils le font déjà. Ce sont les universités elles-mêmes. Et c'est converti en mesures pour pouvoir essayer d'améliorer cette qualité. Donc, dans notre système, c'est en fait un prérequis. Nous attendons des universités qu'elles le fassent. Nous ne vérifions pas les publications nous-mêmes. C'est elles qui le font. Eh bien, je peux ajouter que c'est un bon exemple et peut-être un pilote pour le contexte allemand. En Allemagne, depuis 10 ans, eh bien, nous avons développé avec de nouvelles initiatives, avec une obligation pour les 6 années à venir de faire en sorte que les données de base soient plus mises les données de base de la recherche soient plus mises en avant, une sorte de noyau de données, et avec une incitation à les utiliser sur la base du volontariat et convaincre d'autres utilisateurs de les user. Mais nous avons des problèmes d'efficacité. Certains les utilisent. Toutes les universités que je connais eh bien, ont des données, une sorte de socle de données de recherche, mais ils ne veulent pas trop le partager avec les autres universités, donc ils le gardent un petit peu pour eux. Ça, c'est peut-être typique de l'Allemagne. En Westphalie du Nord, où des universités se sont réunies sous l'égide du ministère et avec un financement pour utiliser ces jeux de données ensemble et pour pouvoir œuvrer vers plus d'harmonisation et de standardisation dans leur approche. Donc, et la vision optimiste, eh bien, en fait, aboutirait à ce que vous avez décrit. Cela pourrait être mis en quelque sorte au-dessus être ajouté à cela dans l'évaluation de la recherche.
Alors, maintenant que nous avons un petit panorama de vos situations respectives, et je vous en remercie, parlons maintenant des obstacles, s'il y en a, et quelles seraient les bonnes manières, les bonnes méthodes pour travailler ensemble, si c'est possible. Et peut-être ma première question serait pour Petr Noskevitch, parce que bien sûr, nous sommes face à des pays différents, dans des situations différentes. Quelle serait quelle serait la meilleure manière de travailler pour vous avec les autres agences, de manière plus certaines ayant expérimenté plus de choses que d'autres? Eh bien, euh, euh, pour moi, c'était une grande surprise d'entendre qu'en Allemagne, les universités ne sont pas évaluées de l'extérieur. Ça, c'est une grande surprise pour moi et c'est quelque chose que j'apprends. Je pense aux sciences appliquées. Les Fachhochschule en Allemagne, important pour la recherche. En République tchèque, on parle de recherche appliquée, pas de recherche fondamentale. Et c'est très important également, en particulier dans les écoles d'ingénieurs. C'est un thème qui est évalué aussi en République tchèque en termes de pertinence sociale. C'est-à-dire les résultats de la recherche sont importants pour l'industrie, pour la société, pour l'amélioration de la vie de la population. Et je pense que, par exemple, j'ai visité autrefois plus d'universités en Allemagne. Et l'expérience que j'en ai eue, c'est qu'ils mènent la recherche plus dans cette direction de recherche appliquée. Oui, assurément, est la réponse de Theodor Leiber. Et c'est important pour toute la société, pour le développement, la croissance. Et entre déterminer la valeur de tel ou tel résultat de la recherche, c'est une question importante. Une remarque que j'aimerais faire, l'évaluation de la recherche en Allemagne est faite par, de manière externe, mais au niveau des universités, c'est donc sur la base du volontariat et au cas par cas. Mais c'est fait, c'est une évaluation externe. C'est ce qu'on appelle une évaluation, sinon on ne considérerait pas comme évaluation. Et pour ce qui est de pouvoir travailler ensemble, j'y reviendrai, mais votre remarque sur les sciences appliquées, alors c'est un problème assez épineux, assez compliqué, parce que d'un côté, je crois que l'Allemagne est fière et considère que c'est pas n'est pas tellement discutable d'avoir ce système duel en matière de recherche appliquée et au Baden-Württemberg, par exemple, on a une alliance autour de l'innovation qui est vraiment une alliance entre les universités et les sciences appliquées et l'industrie. Donc, c'est vraiment de la recherche appliquée avec des doctorants qui vont également regarder du côté de la production de produits high-tech ou d'optique de haute technologie, par exemple. Donc, mais la recherche dans les sciences appliquées, eh bien, il y a eu des lois, mais en pratique, c'est un peu difficile parce que dans la plupart des universités, eh bien, cela représente 16 heures d'enseignement par semaine. Donc, c'est en cours. Il y a aussi des doctorats. Les universités aimeraient avoir des doctorats de sciences appliquées. Et alors, il faut trouver des enseignants pour cela. Je ne sais pas si c'est une bonne solution que d'avoir les enseignants qui se partagent entre différentes institutions. En Allemagne, on
je ne veux pas que vous croyiez qu'on sous-estime les sciences appliquées dans les universités allemandes parce que c'est vraiment très important dans notre système et c'est pleinement intégré dans notre système. Mais cela dit, il y a des obstacles et des tensions qui tiennent à une certaine résistance, à une certaine tradition et l'idée que l'on se fait du professeur d'université. Que diriez-vous à ce sujet pour ce qui est de l'Italie, Monsieur Oricchio? Eh bien, dans notre expérience en Italie, évaluer la recherche, c'est très, très important. La qualité de la recherche et les produits de cette recherche ont vraiment augmenté depuis 10 ans. C'est très important les résultats et les perspectives de recrutement parce que nous avons évalué ce qui est produit par de jeunes chercheurs et nous avons vu que la qualité a augmenté depuis quelques années. Évaluer la recherche peut être utile pour la qualité du système. Et je crois que même si les situations dans nos pays sont très différentes, bien sûr, on peut discuter des méthodes et des différences entre nos systèmes. On peut discuter de comment évaluer les enseignements doctoraux. Mais je pense que le modèle est important pour la qualité du système. Ma question était que la recherche évolue, elle est très différente maintenant et on l'a dit, il y a différentes opportunités, différents défis. Le numérique, l'utilisation des données, donc c'est très différent à évaluer, bien sûr, et il y a d'autres préoccupations. Alors, il n'y a pas un modèle unique pour évaluer la recherche. L'évaluation dépend de la période d'évaluation également. Donc, discuter des changements pourrait aussi avoir un effet sur notre méthode d'évaluation. Sur l'intelligence artificielle, nous avons commencé un projet pour l'utilisation de l'intelligence artificielle pour choisir les évaluateurs. Ce n'est qu'une expérimentation. Utiliser de nouvelles technologies et comment eh bien, ces nouvelles technologies pourraient être utilisées dans notre évaluation. Nous parlions ce matin de la France, de pluridisciplinarité. C'est quelque chose de nouveau qui peut aussi changer l'évaluation. Monsieur Söderholm, oui, alors il y a beaucoup de données dans les systèmes de recherche. Les scientifiques sont évalués sans arrêt pour leur promotion, pour leur publication. Chez nous, il y a 60% de financement concurrentiel. Donc, les professeurs doivent chercher des financements sans arrêt et donc sont évalués sans arrêt. Donc, comment est-il fait usage de toutes ces données qui sont déjà dans le système? Les conseils scientifiques, ce qu'ils font, tout est public. Donc, il y a beaucoup de données dans le système à tous les niveaux. Et donc, pour être efficace, je crois qu'il faut qu'on utilise ces données plus délibérément et plus souvent. Alors, les critères que vous utilisez pour évaluer la recherche et publication, les politiques de recherche sont-ils adaptés aux sciences humaines? Est-ce qu'ils sont adaptés aux sciences humaines? Comment peut-on répondre à cette question?
Mais c'est vrai que c'est une question qui se pose aujourd'hui. Je dirais qu'il y a beaucoup d'endroits, d'établissements où on tient compte de cet aspect-là, pas toujours à 100%, mais disons que les ensembles de données pour la recherche à une certaine université, ils le développent. Quand ils en arrivent aux questions des publications, des articles, des brevets, vis-à-vis des laboratoires, il faut faire différencier les différentes disciplines. Et ça doit être intégré dans l'ensemble de données. C'est pas comme à l'âge de pierre où on disait oui, si on n'a pas 50 publications par an, eh bien, dans tel ou tel journal, on ne peut pas être compétitif scientifiquement. Bien sûr, on réfléchit à d'autres types de disciplines. On en tient compte. Si on va plus loin, l'ensemble de données pour la recherche en, en Allemagne et au-delà de ça en Europe, ça serait des questions où les agences pourraient travailler avec les universités pour voir le type de données qu'on utilise. Est-ce qu'on utilise les mêmes types de données, les mêmes indicateurs de performance qui permettent donc de comparer les activités. Le reste, évidemment, c'est une concerne de législation. Là, c'est une vue un peu large. Le reste, il y a la législation, il y a des différences à ce niveau-là. Il faut en tenir compte, bien sûr. Cette question-là, la question est peut-être, avons-nous vraiment les outils pour le faire? Avons-nous les mêmes outils? Ben, c'est facile pour moi parce que moi, j'ai échappé au problème parce qu'on demande aux universités et sur quoi vous vous appuyez pour faire cette déclaration. Et les universités vont avoir des méthodes différentes selon les facultés, en fait, différentes. Euh, Antonio, je suis avocat et je viens, moi, des sciences humaines. Je viens des sciences sociales, des sciences humaines, et bien sûr, c'est plus difficile à évaluer ces produits qui viennent des sciences sociales et des sciences humaines. On n'a pas forcément des indices et ces critères sont plus difficiles, mais on utilise des méthodes d'évaluation par les pairs. Et bien sûr, on a beaucoup de discussions pour former, en fait, ou façonner ces méthodes d'évaluation. C'est pas évident. Je suis d'accord hein, que la question mérite d'être posée. Comparer des expériences dans ce domaine-là avec des critères différents euh, pour mener l'évaluation, ça pourrait être intéressant pour nous de comparer et de réfléchir ensemble pour nos activités. L'évaluation, vous savez, c'est pas une activité statique. Tous les jours, ça change. Il faut continuer à travailler dessus. Et je pense qu'il faut réfléchir ensemble pour mieux comprendre l'opportunité. Ce n'est pas un obstacle, c'est une opportunité. Euh, j'ai des questions pour vous, Petre. J'ai des questions sur ma tablette, mais d'abord vous. Je pense que l'évaluation des sources différentes aussi pour la recherche, c'est important. Nous avons un point, c'est la question de l'argent que l'université obtient pour ce qu'on appelle la recherche collaborative, c'est-à-dire que l'activité a été demandée par l'industrie ou par le monde de l'entreprise. Et les facultés techniques d'ingénierie, le budget là est beaucoup plus élevé que dans les domaines des sciences sociales ou humaines. Et à l'origine, moi, je viens à l'origine de l'université technique. Nous avons une école d'économie et 6 facultés techniques ou ingénierie. Et ces facultés-là sont très fortes dans cette recherche collaborative. Donc là, on peut dire dans ce domaine-là, elles sont excellentes, mais il n'est pas possible de dire qu'elles sont excellentes et qu'elles savent. En réalité, ça doit être comparé par rapport aux conditions de travail dans ce domaine-là de la recherche. Euh, j'ai des questions pour vous. Quelle est votre définition? Pardon, laissez-moi retrouver la question. Euh, la, la, la qualité de l'évaluation pour Anvur en Italie, quelle est votre définition?
La qualité, c'est un concept. Ce n'est pas juste utilisé pour notre agence, mais notre valeur. C'est la valeur que nous offrons par rapport aux établissements. C'est le meilleur moyen de promouvoir le système universitaire. Donc, la qualité, l'évaluation et la qualité dans nos activités d'évaluation, c'est le meilleur moyen d'apporter la qualité aux établissements. Alors, il y a d'autres questions. Les questions arrivent en ligne. Donc, si les questions sont ici dans le public, bien sûr, n'hésitez pas à les poser. Alors, question en français. Finalement, quelles sont les missions communes des agences européennes? Donc, en ce qui concerne l'évaluation de la recherche. Donc, parce que cette personne a dû voir que vous aviez tous des points de vue différents et vous aviez des fonctionnements différents. Donc, quels seraient pour vous les points communs entre vous? Ça, c'est une bonne question. Je pense que ce qui est commun pour toutes les universités, c'est ceux qui travaillent sur la recherche, ce sont nos doctorants. Donc, c'est un défi pour les très bons étudiants de master pour pouvoir commencer leurs études de doctorat. Et je pense que ça, c'est une question commune à toutes les universités. Bien sûr, la question, c'est le côté économique, parce que selon les pays, évidemment, les systèmes sont différents. Il peut y avoir des bourses auprès des universités, des bourses auprès du ministère. Et donc, il y a une question financière quand même liée aux bourses. Et si les personnes vont commencer une famille et une vie privée, donc les projets peuvent être très importants s'ils sont payés. Donc, ils peuvent être payés tout en faisant leur recherche ou leur doctorat. Donc, je dirais que là, ce serait de très bonnes conditions pour les jeunes, pour que les jeunes puissent se focaliser sur leur travail de recherche et ne pas s'inquiéter d'où ils vont trouver l'argent pour vivre. Après, il y a la question de l'internationalisation de ce travail de recherche, pas seulement au niveau des professeurs, mais aussi au niveau des doctorants. Je pense que ça, c'est très important. Oui, merci, Anders. Je ne sais pas si c'est possible, mais il serait intéressant d'explorer où on pourrait trouver un chemin vers des lignes directrices communes pour la recherche. Ça serait vraiment bien. Vous trouvez que ce n'est pas si mauvais d'être différent, mais on peut être complémentaire. Il faudrait une espèce de partie 1, en fait, première partie des lignes directrices pour la recherche, pour l'évaluation de la recherche. Ça pourrait faire une mission commune entre nous tous. Qu'en dites-vous? Oui. La première moitié de la réponse, c'est oui. Je pense que nous avons quelques idées qui sont vraiment prometteuses sur les critères d'évaluation notamment, les critères d'évaluation qui existent quand même en Europe et de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, ce sont des choses, ça s'appelle pas ESG, d'accord, mais il y a des critères qui existent. Et il faut réfléchir à quel type de nom on voudrait donner et comment le standardiser ou le normaliser en quelque sorte. Mais je pense qu'il y a des idées quand même prometteuses. L'internationalisation, évidemment, c'est une question importante pour la recherche. En ce qui concerne, nous avons une commission pour la recherche en Allemagne et c'est une question très importante pour nous et je vais réfléchir avec la commission sur les questions de standardisation, d'internationalisation. Ça, c'est très important pour la recherche. Je voudrais ajouter aussi quels sont les objectifs communs des agences. Ah non, alors pas forcément des agences, mais de l'évaluation de la recherche. Je ne parle pas forcément des idées ou des intérêts des agences, ça peut être différent. Mais en ce qui concerne l'évaluation de la recherche, je pense que les questions fondamentales, comme la recherche qui repousse les frontières du savoir, de la technologie, ça c'est absolument fondamental. Le chemin n'est peut-être pas simple, mais je pense que c'est ça la chose qu'on a en commun, ce qui nous concerne tous. On veut repousser les frontières et les limites du savoir. La législation peut être différente, mais on a quand même plus en commun au niveau des critères que ce qu'on a pu penser en nous écoutant maintenant.
Pour l'instant, je pense que seulement quelques agences se consacrent à l'évaluation de la recherche. Sans doute, très peu d'agences évaluent la recherche, mais je pense qu'à l'avenir, nous allons pouvoir utiliser l'évaluation de la recherche pour plein d'autres agences. Donc, il est très important de pouvoir discuter, de partager les expériences et de mener à bien des évaluations de nos activités d'évaluation de la recherche. Je pense que ça serait très important. Et dans cette perspective, nous pourrons adopter des méthodes d'évaluation dans le cadre des missions d'évaluation de nos agences. J'ai une autre question. Je voulais poser la même question moi-même. En ce qui concerne l'argent, comme vous l'avez dit, Petre, quelles sont les conséquences de l'évaluation de la recherche sur les aspects financiers? Quelles sont les conséquences? Donc, est-ce que l'évaluation de la recherche donc, joue un rôle dans les... Est-ce qu'il y a un lien clair et direct entre les deux? Vous voulez dire comment on a bien utilisé l'argent alloué pour la recherche? Effectivement, c'est un critère dans le cadre des méthodes d'évaluation du Conseil. Donc, ça veut dire que si l'argent a bien été utilisé d'une manière appropriée et si les objectifs ont bien été atteints, oui, en effet, c'est un critère. Est-ce que ça pourrait faire évoluer les objectifs de la recherche? Parce qu'on parle de conséquences. Parfois, oui. Je pense que c'est un point de vue différencié qu'il faut avoir ici, parce qu'il y a tant de types d'évaluations différentes. On est évalué quand on présente une proposition. On est évalué et ça, évidemment, ça a des conséquences différentes. La question du budget, par exemple, si Evalag fait une évaluation, un des fondamentaux, c'est que ça ne devrait pas être lié directement au financement parce qu'on veut avoir une évaluation libre, si je puis dire. Mais c'est différent si l'évaluation est directement dans le cadre d'une proposition de projet. Parce que là, il peut y avoir une conséquence directe sur le financement. Un autre cas, quand le conseil scientifique évalue, par exemple, évalue Max Planck, par exemple, ou d'autres organisations ou des projets, souvent ils disent ceci n'est pas parfait. Donc, par exemple, on donne 3 ans pour le perfectionner, sinon il y a une conséquence financière sur le projet. Donc, il peut tout à fait y avoir une conséquence, oui. Merci pour ça. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires dans la salle? Et ce sont les dernières minutes maintenant de cette table ronde. Donc, n'hésitez pas à demander le micro. Vous vouliez dire quelque chose, Antonio Recchio? Oui, par rapport à votre dernière question. En Italie, nous distribuons 1,5 milliard d'euros en lien avec les résultats de la recherche. Après, on distribue les autres fonds selon l'excellence, considérée selon les résultats de notre activité d'évaluation. Mais on n'évalue pas vraiment la manière dont ils dépensent l'argent. C'est seulement dans les domaines d'excellence où on a un contrôle sur le programme d'investissement. Donc, c'est important d'évaluer pas seulement la recherche, mais également, je suis d'accord, d'évaluer quand même comment l'argent est dépensé. Il faut pouvoir contrôler quand même les coûts dans nos systèmes et la transparence fait partie intégrante de notre système universitaire. Et l'agence d'évaluation, je pense, doit avoir cette mission également. Et il faut le faire plus souvent. Oui, oui, tout à fait. À qui je laisse la conclusion? Anders Soderholm, à vous, pour l'avenir. Theodor Leiber.
Oui, nous avons beaucoup de choses en commun. Nous avons également des différences. Je pense qu'il faut travailler sur l'idée européenne pour l'espace européen d'enseignement supérieur, pour la recherche à l'échelle. Donc, il faut qu'on travaille plus ensemble. Et peut-être avoir plus d'agences qui évaluent. Ça dépend du marché, si je puis dire. Je ne voudrais pas dire ça de manière générale. D'accord, bien sûr. Eh bien, très bien. Merci beaucoup à vous tous.